Hey hey! C'est le jour de la pesée fatidique. J'ai quand même un poids total de 2 tonnes 240. C'est beaucoup. Bon, tout ça c'est de la physique et fort heureusement, toutes les formules sont déjà renseignées. Il va falloir constituer un dossier RTI. J'ai présenté l'extrémité du contreplaqué à l'axe de l'essieu avant et c'est l'équerre qui va me permettre de reporter la cote de 2,40 m à l'intérieur du van. Après plusieurs rebondissements administratifs que je détaillerai en fin de vidéo, allez, je vais me fabriquer un petit prototype pour voir ce que ça donne. Je me rends compte que ça fait une quantité quand même assez astronomique de documents. Et bien voilà, c'est le grand jour, je suis en route pour ma visite avec l'Adréal. Je vais vous expliquer tous les contrôles qui ont été faits durant la visite. Récépissé de dépôt de dossier, aménagement en autocaravane ou en caravane. Wouhou! Je vais pouvoir obtenir ma nouvelle carte grise. Hallelujah! Mais par contre, il y a 2-3 petites choses qui m'ont bien facilité le transit. On n'est pas à l'abri d'un petit coup de gueule. Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver comme d'habitude sous ce magnifique soleil d'hiver pour la deuxième partie de mon partage d'expérience qui concerne l'homologation VASP de mon petit van Manuka. Et cette fois-ci, on va parler du rendez-vous avec l'Adréal. Et si vous n'avez pas encore vu la première partie qui concernait la certification gaz avec le Bureau Veritas, un petit rattrapage est possible juste ici ou alors dans la description de cette vidéo. Mais une nouvelle fois, je précise bien qu'il s'agit juste ici d'un partage d'expérience et pas d'une procédure pas à pas. Si vous souhaitez connaître vraiment le détail très précisément de tout ce qu'il faut faire pour remplir le dossier, n'hésitez pas à consulter certaines vidéos sur YouTube notamment qui sont très détaillées et très bien faites à ce sujet-là. Néanmoins, si vous êtes en phase d'envisager une homologation VASP, cette vidéo sera sûrement très instructive pour vous parce que je vais recenser vraiment tous les points qui ont été vérifiés par le contrôleur lors du rendez-vous et puis aussi ceux qui ont été passés sous silence. Sachant bien évidemment que toute expérience d'homologation sera différente en fonction du véhicule, de l'aménagement intérieur, de la DREAL aussi à laquelle on s'adresse pour l'homologation et puis accessoirement du contrôleur. Au travers de mon cas personnel, je vais vous parler de certaines pièces administratives qui m'ont été réclamées et que je n'ai vu mentionner absolument nulle part. Et puis aussi d'étiquetage complémentaire et aussi bien évidemment de la préparation du van qui va garantir le succès de ce fameux rendez-vous avec la DREAL. Bon, fort heureusement pour moi, toutes ces démarches administratives très fastidieuses ont été couronnées de succès. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Récépissé de dépôt de dossier, aménagement en autocaravane ou en caravane. Wouhou! Mais par contre, il y a 2-3 petites choses qui m'ont bien facilité le transit. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que on n'est pas à l'abri d'un petit coup de gueule. Ça vous pend au nez, ça. Et allez hop, vamos al trabajo! Au fait, VASP, ça veut dire véhicule automoteur spécialisé. Et pour être homologué, il faut respecter 5 critères. Avoir une cuisine fixe, une table et des assises, avoir une banquette transformable en lit ou un lit fixe, avoir des rangements et faire en sorte que tous ces aménagements soient inamovibles, donc non démontables. Le seul objectif de toutes les démarches avec l'Adréal, c'est le changement de la rubrique J1 sur la carte grise, c'est-à-dire le genre national. Il va basculer de CTTE, transport de marchandises, à VASP, véhicule automoteur spécialisé,
spécialisé, autrement dit véhicule de loisirs destiné à transporter des personnes. Pour ceux qui se poseraient la question homologation hors note homologation, l'un des intérêts du VASP, c'est de passer son contrôle technique non pas tous les ans, une fois pour la pollution et l'année suivante un contrôle technique complet, mais c'est de passer le contrôle technique cette fois-ci tous les 2 ans comme n'importe quel véhicule, soit une économie environ de 75-80 € tous les 2 ans. Le deuxième intérêt, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir bénéficier d'une assurance moins chère et surtout qui va couvrir tous les équipements qu'on a mis à l'intérieur du van. Toutes ces choses assez coûteuses au niveau des appareillages électriques, les panneaux solaires, le toit relevable, tout sera couvert en cas de sinistre, ce qui n'est pas le cas si on continue à avoir un aménagement amovible. Mais bien évidemment, chacun est libre d'homologuer ou de ne pas homologuer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour faire la demande d'homologation, il va falloir constituer un dossier RTI, réception à titre isolé, qu'on télécharge tout simplement sur le site écologie.gouv.fr. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Il contient une liste de 12 pièces à fournir. Elles sont toutes obligatoires sauf 3. La numéro 7 qui concerne l'autorisation de découpe du constructeur, la numéro 9 qui concerne l'installation éventuelle d'un chauffage par un professionnel et la numéro 11 qui concerne des modifications qui auraient été faites sur les sièges et les ceintures de sécurité. Et en fin de dossier RTI, on trouve 5 annexes qui sont essentiellement des modèles de documents à remplir. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de la pesée fatidique, donc il faut que le van soit entièrement vidé. Donc j'ai déjà retiré mon petit filtre à eau, je vais sortir les coussins, la table, et par contre la cuve d'eau grise doit être complètement vide. Globalement, je vais sortir absolument tout ce qu'il y a dans les tiroirs, y compris la glacière, et puis aussi un certain nombre d'accessoires que j'ai rangés sous la banquette conducteur. Franchement, c'est la première fois que je vide entièrement le van et c'est là où je me rends compte de la taille des coffres, des tiroirs et que c'est vraiment incroyable la quantité de choses qu'on peut rentrer, d'accessoires et autres à l'intérieur du van. Pour terminer, je ferai aussi le plein de mon bidon d'eau et le plein de diesel. Allez hop, je m'en vais faire le plein de gasoil et c'est parti pour la pesée. Cette pesée, elle peut se faire dans plein d'endroits différents à partir du moment où il y a une grosse bascule pour les véhicules. Donc ça peut être les marchands de matériaux, ça peut être les mairies aussi, certaines mairies qui ont encore ce qu'on appelait à l'époque le poids public. On s'adresse directement en mairie pour avoir un petit jeton pour la pesée. Ça peut être aussi chez les agriculteurs, ça c'est une bonne idée dans les zones rurales parce que du coup, on peut faire ça juste pour la pièce ou pour le sourire. Ça peut être les coopératives agricoles aussi. Dans mon cas, je me dirige vers une déchetterie professionnelle. Allez, ça y est, le plein est fait, je me mets en route. Alors je sais que dans mon cas, je me suis pas du tout soucié pour l'instant du poids de mes aménagements. J'ai fait des aménagements en pin. Bon, je pense que c'est pas plus lourd que d'autres matériaux. J'ai pas mis de plaques de marbre à l'intérieur du van. Donc ça devrait le faire. J'y vais un petit peu à la voile de gaine là. Je me suis pas du tout soucié des PTAC, des poids à vide, de tout ça. Je pense que ça devrait le faire. Après la pesée, je prendrai mon banc de pesée pour saisir les valeurs à l'intérieur de mon petit tableau Excel. Et puis j'espère que tout va bien se passer. A priori, il n'y a pas de raison. J'arrive bientôt à la déchetterie industrielle. Donc concrètement, il va falloir que je fasse 3 pesées. Il y aura une pesée avec le poids total, une pesée uniquement avec l'essieu avant et une pesée uniquement avec l'essieu arrière. Et évidemment, il faudra que je me sorte de la bascule parce qu'on ne doit pas peser le conducteur avec. Ça y est, je viens de récupérer mes 3 bandes pesées pour un total de 32,30 €. Et alors j'ai quand même un poids total de 2 tonnes 240. C'est beaucoup, je m'attendais un petit peu moins, mais je vais rentrer ça dans mon fichier Excel et puis, Inch'Allah, j'espère que ça va passer. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je démonte des meubles, il faut que, que je roule sur 3 roues. Non, mais logiquement, ça devrait passer, je suis assez confiant.
Pour pouvoir renseigner mon dossier RTI de manière complète, il va falloir que je procède maintenant à une tâche un petit peu fastidieuse, on va dire, qui consiste à mesurer chacun des caissons, hauteur, largeur, profondeur, et ceci par rapport à l'axe de l'essieu avant. Le petit nota bene précise, pour la distance par rapport à l'essieu avant, prendre en compte le centre de l'élément considéré, c'est-à-dire le caisson, et l'axe de l'essieu avant. Sachant que toutes ces informations combinées au poids qu'on souhaite mettre à l'intérieur de chacun des caissons va permettre de calculer dans le petit fichier Excel des moments de force. Bon, tout ça c'est de la physique et fort heureusement toutes les formules sont déjà renseignées. La toute première astuce qu'il va falloir que je trouve, c'est comment résoudre cette histoire de mesure par rapport à l'axe de l'essieu avant. L'axe de l'essieu avant, ça c'est plutôt facile, c'est au centre de la roue. Par contre, tous mes caissons sont à l'intérieur, donc ça va être vraiment compliqué de faire passer mon petit mètre à ruban sous les meubles, d'autant plus que j'ai une cloison intérieure pour aller repérer l'axe de l'essieu avant. À moins d'être magicien et de pouvoir traverser la matière. Mais j'ai pas encore ce don-là. L'astuce, ce serait donc de me mettre un petit repère ici sur le sol à l'intérieur du van en reportant une mesure que j'aurais prise cette fois-ci à l'extérieur du van de la manière la plus précise possible. J'ai assemblé avec 2 serre-joints, mon équerre de maçon et un panneau de contreplaqué pour arriver à une cote globale ronde qui m'arrange, en l'occurrence 2,40 m. J'ai présenté l'extrémité du contreplaqué à l'axe de l'essieu avant et c'est l'équerre qui va me permettre de reporter la cote de 2,40 m à l'intérieur du van. Et juste avant, je me suis bien assuré que le contreplaqué longe bien le côté du van. Bon, bien évidemment, si j'avais eu le modèle 3D du véhicule ou des plans techniques cotés fournis par le fabricant, ça m'aurait évité toute cette galère. Mais néanmoins, cette petite astuce va me permettre tout de même d'être assez précis. Je peux maintenant présenter mon équerre de maçon. Voilà, prendre la cote par rapport aux meubles qui sont droits à 2 endroits différents pour être sûr que je suis bien parallèle. Voilà, 37 cm dans mon cas. Et je peux faire mon petit marquage ici à l'intérieur du van, directement sur le chêne. Étant donné que j'ai fait un marquage maintenant aux 2 extrémités, je peux tout à fait laisser mon équerre ici en place sur mes marquages et je vais venir embuter ici avec mon mètre pour faire mes mesures. Je vais faire maintenant la mesure de mon caisson de Lippheim ici. J'ai marqué son axe ici avec un petit repère au sol. Quand je vais présenter mon mètre à ruban, je vais venir embuter ici directement sur ma règle de maçon et obtenir une mesure de 54 cm par exemple que je vais rajouter à mes 2,40 m. J'en profite aussi pour mesurer la longueur du caisson, 75,5 en l'occurrence. Ensuite la largeur 53 et ici en hauteur on va avoir 43,5. Je vais faire exactement la même chose pour tous les autres meubles en faisant soit une addition des 2,40 m pour tous les caissons qui se trouvent derrière la règle de maçon et une soustraction au contraire pour tous les meubles qui vont se trouver à l'avant. Par contre, 2 petits détails auxquels le petit nota bene du dossier RTI ne répond pas forcément, c'est quand on a un caisson comme ça par exemple au niveau de la cuisine qui se trouve sous le plan de travail, est-ce qu'on mesure la hauteur sous plan de travail, dans mon cas 77, ou en incluant le dessus du plan de travail, dans mon cas 79. Bon, par souci de logique, avec les autres caissons, j'ai pris en compte le dessus du plan de travail. Et je pense que ça ne devrait pas être trop rédhibitoire vis-à-vis du contrôleur. Autre interrogation, qu'est-ce qui se passe quand on a des meubles qui ne sont pas rectangulaires, comme c'est mon cas, ici avec un biais pour aller derrière la banquette? Bon, par souci de logique, j'ai utilisé la mesure de la base pour prendre le centre. Bien évidemment, en raison de la forme du caisson, on ne peut pas utiliser tout l'espace utile, notamment à cause de la présence de tiroirs. Mais ça, c'est aussi valable dans les caissons rectangulaires. Bon, pour le dire en un mot, ce calcul de répartition des charges, il a une petite part de doigt mouillé tout de même. Le plus dur est fait, il ne me reste plus maintenant qu'à renseigner toutes ces valeurs à l'intérieur de mon tableur. Pour le calcul de répartition des charges, j'ai encore 2 choses importantes à mesurer. La première, c'est la distance entre l'axe de la banquette et l'axe de l'essieu avant, sachant que dans mon cas, sur la carte grise, je n'ai rien modifié. Il y a toujours sur la banquette avant 3 places assises et on prendra en compte le poids par défaut de 75 kg par passager. Ça n'est pas vraiment précisé dans le dossier RTI, mais dans mon cas, je ne vais prendre en compte que la longueur de l'assise, en excluant le dossier, ce qui semble logique puisque c'est vraiment l'assise qui reçoit le poids du passager.
trajet. Et là aussi, il faudra, comme précédemment, utiliser une petite astuce pour effectuer la mesure par l'extérieur du véhicule. J'ai reporté ici l'axe de ma banquette sur un scotch. J'ai positionné ensuite mon équerre de maçon à l'axe de l'essieu avant. Je reporte l'axe de la banquette grâce à une règle de maçon sur le sol. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre ma cote au mètre à ruban, en l'occurrence 1,16 m. Bon, on sera tous à peu près d'accord là-dessus. Tout ça, ça relève un petit peu du système D. Mais néanmoins, le sol est assez plan là où j'ai travaillé. Donc je pense que la mesure est assez précise. Et la deuxième chose qu'il va falloir que je mesure précisément, c'est la distance entre l'axe du panneau photovoltaïque qui se trouve en toiture et l'axe de l'essieu avant. Tout ça semble tout à fait logique puisque le panneau photovoltaïque vient bien rajouter du poids sur le véhicule. Et si vous avez une galerie de toit, il faudra procéder exactement de la même manière. J'ai ensuite positionné un panneau de contreplaqué dont je me suis bien assuré qu'il était à la verticale et je n'ai plus qu'à prendre ma cote au mètre à ruban, en l'occurrence 2,48 m. Je n'aurai plus ensuite qu'à prendre en compte les 3,5 cm de hauteur de mon panneau. Concrètement, pour le calcul de répartition des charges, l'administration offre deux possibilités. La première méthode consiste à mesurer la distance entre chacun des coffres et l'essieu avant et de déterminer quel sera le poids maximum qui viendra à cet endroit-là. Par exemple, je peux décider que j'ai un coffre qui recevra 5 kg de linge. Concernant la deuxième méthode, le dossier RTI précise: pour information, une répartition de la charge utile marchandise, la CUM, proportionnellement au volume de chaque rangement est acceptée. J'aurais pas dit mieux. Bon, pour le dire simplement, dans cette deuxième méthode, il faudra toujours mesurer la distance à l'axe de l'essieu avant, mais par contre, on va mesurer la hauteur, la profondeur et la longueur de chacun des coffres. On n'a plus ensuite qu'à renseigner toutes ces informations dans le joli petit fichier Excel dont vous trouverez le lien en description et qui nous est fourni par les Happy Life Trotters, qu'on remercie très chaleureusement au passage. Et ce sont les formules qui sont déjà renseignées à l'intérieur de ce fichier qui vont permettre de calculer le poids maximal admissible dans chacun des coffres, ainsi que le moment, c'est-à-dire la distance multipliée par le poids. Chacun, bien évidemment, choisit la méthode qui lui convient. Pour ma part, je vais aller pour la seconde, c'est-à-dire mesurer hauteur, profondeur et longueur de chacun des caissons. En prévision de mon rendez-vous avec l'Adréal, il va maintenant falloir que je gère un petit détail qui a toute son importance. Et ça concerne mes petits bloqueurs de tiroirs que j'avais fabriqués moi-même avec mes petits doigts et qui me posent tout de même un petit souci. En fait, au fur et à mesure des ouvertures et des fermetures successives, la vis de maintien a tendance à se desserrer. Et un bloqueur qui tombe vers le bas, par exemple, il ne maintient plus le tiroir qui peut s'ouvrir lors d'une accélération. Et ça, même si j'ai utilisé des vis qui ne comportent pas de filetage sur la partie haute. Pour rappel, chaque bloqueur de tiroir est une petite pièce en chaîne avec un patin de meuble sur le dessous qui est maintenu par une vis. Je me suis dit que ces vis avaient peut-être tendance à se desserrer parce qu'elles sont prises dans des champs de meubles qui sont faits en bois de palette, donc du pin qui n'a pas une très forte densité. Donc je vais essayer de mettre à chaque fois que je vais planter une vis un tourillon en hêtre qui est du bois dur et j'espère de cette manière-là que la vis sera maintenue de manière un petit peu plus résistante. Allez, je vais me fabriquer un petit prototype pour voir ce que ça donne. Bon, c'est tout à fait probant mon histoire. Après une dizaine d'ouvertures, fermetures sur mon petit prototype, je me rends compte que la vis, elle bouge plus du tout. Là, elle est vraiment maintenue très fermement. Donc, j'ai plus qu'à faire ça sur la totalité de mes bloqueurs. Je vais en profiter aussi pour coller un petit profil ici qui fermera l'espace entre mes deux portes. Et puis je vais essayer de réfléchir à un système aussi qui me permettrait de bloquer l'ouverture.
cool, me voilà solutionné avec mes bloqueurs de tiroir. Et pour la double porte de mon espace électrique, j'ai rajouté un bloqueur sur le bas qui, grâce au petit profil que j'ai rajouté sur la porte de gauche, me bloque les deux portes en même temps. Et par sécurité, parce qu'il risque de contenir pas mal de poids, j'ai rajouté un deuxième bloqueur sur le tiroir alimentaire qui se trouve sous la glacière. Ben voilà, youpi, après plusieurs rebondissements administratifs que je détaillerai en fin de vidéo, je viens enfin de recevoir du ministère de la Transition écologique, de l'Adréal, ma convocation pour le rendez-vous d'homologation VASP. Attention par contre, en cas d'indisponibilité, il faut absolument prévenir une semaine en avance, sans quoi il est gentiment précisé que votre dossier sera automatiquement classé sans suite. Pas trop de souplesse là. La convocation précise que le véhicule devra être présenté propre, ça tombe sous le sens. Je vais d'ailleurs faire un petit coup de propre à l'intérieur du van, en bon état et conforme au code de la route, ça semble évident. La convocation précise également que la plaque constructeur et le numéro d'identification frappé sur le châssis seront soigneusement repérés et nettoyés. Ça peut paraître complètement évident, mais notamment pour les véhicules un petit peu anciens, ça peut être une bonne idée de repérer où se trouvent ces numéros avant la visite. Le numéro d'identification du châssis chez Peugeot Expert, ça se trouve juste là au niveau du pare-brise, côté conducteur. Et dans mon cas, ça commence par VF3. Et ce numéro d'identification, je le retrouve aussi sur un sticker côté passager, juste ici. Enfin, la convocation précise bien que le jour de la visite, il faut se présenter avec la convocation, les originaux de tous les documents officiels et éventuellement aussi les factures de réparation. Dans mon cas, j'ai tout conservé dans un classeur depuis le début de l'aménagement et je me rends compte que ça fait une quantité quand même assez astronomique de documents. Et enfin, il ne faut pas oublier de se présenter le jour de la visite avec un petit chèque de 86,90 €. Par contre, dans mon cas, va falloir que je fasse une modification très importante sur le van avant de me présenter à la visite parce que sinon ça va être un refus garanti. Et cette modification, elle concerne les toilettes sèches. Si vous voulez une petite piqûre de rappel, je vous mets le lien vers la vidéo d'installation ici ou alors dans la description. Petit rappel sur mon installation. Pour mes toilettes sèches, j'ai utilisé un séparateur British de chez Whippy. Le solide part vers l'arrière en direction du seau avec la sûre et le liquide vient sur l'avant en direction de ma cuve d'eau grise qui se trouve sous le véhicule en lieu et place de ma roue de secours et qui récupère déjà les eaux usées de l'évier. Eh bien, vous avez été plusieurs à me le faire remonter en commentaire, ça ne passe pas au VASP. C'est à cause d'une toute petite phrase qui se trouve dans les normes VASP et qui précise que l'écoulement des toilettes doit se faire dans un système fermé, jusque-là pas de souci, et ne doit pas s'évacuer dans un dispositif d'évacuation des eaux usées. Et ça, malheureusement, je ne le savais pas au moment où j'ai fait mon installation. Je vais donc maintenant condamner cette évacuation et faire en sorte que tout s'évacue dans le seau. La condamnation de l'évacuation des toilettes sèches vers la cuve d'eau grise sous le véhicule, ça c'est fait. J'ai également déplacé mes petits taquets pour maintenir le seau en position sous le séparateur. La suite maintenant au prochain épisode. Et bien voilà, c'est le grand jour, je suis en route pour ma visite avec l'Adréal. C'est l'aboutissement de 3 ans finalement d'aménagement, 3 ans de travail, de conversion du van. Donc je suis un petit peu fébrile, ça fait quelques années que j'ai pas passé d'examen, mais là j'ai l'impression que quelque part je vais aller passer le bac avec le van. Donc il est propre, je l'ai tout préparé, tout est bien normalement, l'étiquetage, les ventilations, etc. J'ai tout fait comme il fallait. J'ai mon gros dossier avec mon chèque et ma convocation. Donc voilà, en principe tout devrait bien se passer. Je vais me présenter, alors pour moi ce matin ça va se passer dans un centre de contrôle technique pour les poids lourds. Voilà, donc je vais aller rencontrer la personne que j'ai eue jusqu'à présent en échange via les mails, etc.
Je n'ai pas fait de demande de tournage parce que le contexte était un petit peu tendu, on va dire. Il y a eu pas mal d'échanges. Mais par contre, je vous reprends juste après pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Et puis vous raconter à chaud tout ce qui m'a été dit pendant cette visite de la Dreal. Ça y est, je suis dans la zone industrielle. Je vais bientôt arriver sur site. Je vais donc aller me présenter avec ma convocation. Pour l'instant, fin novembre. Franchement, je suis béni des dieux. Il y a un joli soleil, un petit 10 degrés, mais vu que ça va se passer, je suppose, en extérieur, ça devrait se passer cette fois-ci sans la pluie. Je vois d'ailleurs qu'il y a un véhicule aménagé qui atteint l'extérieur, donc je pense que je ne vais pas être la seule certification aujourd'hui sur le parking. Allez, à plus, je vous raconte ça tout bientôt. Bon ben voilà, cool, le rendez-vous avec la Dreal, ça c'est fait, franchement je suis bien soulagé, ça s'est très bien passé, ça a duré tout au plus une petite demi-heure, vraiment, très rapide, un très bon échange avec le contrôleur. Il y a des mesures qui ont été prises et des vérifications que je n'attendais pas du tout, et au contraire, il y a des choses sur lesquelles je m'attendais à voir un petit peu plus de précision dans les contrôles, et les tiroirs n'ont même pas été ouverts. Donc il y a une petite complication pour moi parce qu'il faut que je repasse mon contrôle technique, donc je vais avoir un document temporaire de la Dreal qui va me permettre de faire ça, et ensuite je pourrai demander mon contrôle technique définitif. Voilà, je me trouve un petit endroit au calme pour vous présenter tout ça, mais franchement je suis soulagé, ça s'est très très bien passé. Allez, je vais fêter ça avec une petite douceur, un petit café, un petit cookie, c'est pas mal ça, un petit cookie. Magnifique, ça c'est la récompense, magnifique. Allez, un petit café aussi pour faire descendre tout ça. Nice. À la santé de la Dreal. Allez, globalement, je vais vous expliquer tous les contrôles qui ont été faits durant la visite. Et la toute première chose, pour vérifier que c'était le bon véhicule, c'était le numéro de châssis. Pour ça, on a bien levé le capot, mais c'était pas exactement à l'endroit où je vous l'avais montré. C'est plutôt sur un longeron métallique qui se trouve à l'intérieur, sous le capot ici. Et une autre chose qui peut paraître bizarre, c'est que le contrôleur a vérifié la référence des pneus. Personnellement, j'y aurais pas pensé spontanément, mais ça semble naturel, parce que quand on aménage un van, on le surcharge. Donc il faut bien que les pneumatiques puissent suivre. Le contrôleur a ensuite essayé de prendre en photo la référence exacte du toit relevable, et dans mon cas, il y a juste un petit patch qui indique le nom du fabricant, SCA, mais ça, c'est pas vraiment rédhibitoire, parce que la référence exacte du toit relevable, elle est à l'intérieur du dossier. Il m'a ensuite rappelé que j'ai un attelage qui était visiblement là avant que je commence l'aménagement. Je peux le démonter ou continuer à le conserver, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, il m'a bien rappelé qu'en cas de l'attelage d'une remorque par exemple, il faut bien que je pense à limiter ma vitesse à 100 km/h. Il a ensuite vérifié que j'avais bien posé ma plaque de transformation, en l'occurrence à proximité de la plaque constructeur, sur un endroit de la carrosserie qui ne peut pas être démonté. Pour information, il m'a bien confirmé aussi que les deux plaques doivent rester collées en permanence. Il ne faut surtout pas en enlever une des deux, auquel cas ça passerait plus au contrôle technique. À l'intérieur ensuite, il a ouvert mon compartiment électrique pour pouvoir prendre en photo le convertisseur. Il a ensuite ouvert le compartiment pour le bidon et j'ai bien confirmé que c'était un bidon d'eau claire de 30 litres. Je lui ai également confirmé que la cuve d'eau grise qui se trouve sous le véhicule, en lieu et place de la roue de secours, fait 70 litres. 15 litres aurait suffi par rapport à mes 30 litres d'eau claire. Je me suis mis un petit peu large. Bon, voilà. Au niveau de l'autonomie, je suis large. Il m'a ensuite confirmé que mes deux stickers pour le gaz et la vanne gaz, ça, ils étaient très bien, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, il m'a conseillé, et ça, c'est pas du tout obligatoire, de mettre un petit sticker avec le triangle et le symbole gaz à l'extérieur, sur le coulissant, dans un angle ici. Pas trop grand, il n'y a pas de taille réglementaire. C'est simplement pour que les pompiers sachent, quand ils voient le véhicule de l'extérieur, si jamais il y a un incendie, qu'il y a une bouteille de gaz à l'intérieur. Et quand ils ouvrent le coulissant, ils sauront la trouver rapidement. Mais encore une fois, c'est pas une obligation parce qu'on imagine bien qu'un sticker coloré sur une carrosserie blanche comme la mienne, esthétiquement, c'est pas non plus ce qu'on a fait de plus heureux. Par contre, je vais être contraint, pour cette place assise uniquement, d'apposer un petit sticker ici, place inutilisable en circulation. Parce que moi, j'ai pas prévu qu'on puisse s'y asseoir pendant qu'on roule. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, de choses comme ça. Donc je vais faire la modification, apposer mon sticker et envoyer la photo par la suite au contrôleur. Pour terminer, le contrôleur m'a réclamé l'original du contrôle technique et de la carte grise. Et enfin, il a pris quelques mesures par l'extérieur du véhicule
véhicule pour vérifier la distance entre les axes, l'empattement et puis la distance entre l'axe avant et l'un de mes premiers meubles. Par contre, et ça m'a plutôt surpris, il n'y a eu aucune mesure de prise à l'intérieur pour les espaces de circulation par exemple, pour la hauteur des plans de travail. Par contre, il a bien vérifié l'emplacement et la présence de l'extincteur. Absolument aucune vérification n'a été faite sur les aérations hautes et basses, sur le bon fonctionnement du gaz, sur le bon fonctionnement de l'électricité, les lumières, la glacière, le filtre à eau, les toilettes sèches et leur évacuation. Rien de tout ça. Et quasiment aucun tiroir n'a été ouvert et je n'ai pas eu besoin de convertir le LiPen par exemple. Vous avez été aussi assez nombreux lorsque j'ai posté la vidéo à vous poser la question, est-ce que ça va passer les découpes de portières sur l'arrière au VASP? Et bien là, absolument aucun souci. Mais j'avoue que là-dessus, j'étais tout de même assez serein parce qu'il ne s'agit pas de découpe de renfort structurel. Vous avez été également quelques-uns sur la chaîne à émettre quelques doutes sur mes petits bloqueurs de tiroirs maison. Et bien figurez-vous qu'ils n'ont même pas été vérifiés. Donc ça passe, les petits bloqueurs maison, fabriqués par soi-même, avec ses petits bras, ses petits doigts et tout ça, ça peut passer au VASP. J'avais un petit peu plus d'inquiétude concernant l'évacuation des toilettes sèches, mais finalement le couvercle n'a même pas été relevé. Donc tout ça, ça passe. Et après tout, personnellement, je vois pas pourquoi on pourrait pas rejeter l'urine dans la nature, parce que le loup, la belette, tout ça, ils font bien pipi dans la nature et ça pose aucun souci. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, le contrôleur m'a dit à demi-mot que finalement, il allait pas trop m'embêter parce qu'il trouvait que le dossier papier, le dossier administratif était assez complet. Donc, moralité, eh bien, il faut bien soigner la partie administrative en amont. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour moi pour la suite? Ça va être relativement simple. Je vais recevoir cet après-midi un papier officiel de l'Adréal disant que l'homologation s'est bien passée. Avec ce papier-là, je pourrai faire ma contre-visite pour le contrôle technique, obtenir mon contrôle technique définitif. Ensuite, ce papier-là, je vais l'envoyer à l'Adréal qui va me retourner le papier d'homologation VASP définitif. Et c'est avec ce document-là que je pourrai me connecter au site de l'ANTS pour obtenir ma nouvelle carte grise qui devrait me coûter, selon ses dires, une trentaine d'euros. C'est pas comme une nouvelle carte grise. Bon, ben voilà une conclusion plutôt positive à des semaines, voire des mois de démarche. J'en suis très heureux. Je vais communiquer à l'Adréal ma petite photo avec mon nouveau sticker et puis je vous tiens au courant de la suite des démarches dans la suite de la vidéo. Et allez hop, c'est reparti. Ma mission du jour aujourd'hui, c'est de faire réaliser mon contrôle technique. J'ai avec moi mon petit récépissé de dépôt de dossier qui m'a été délivré par l'Adréal et avec ça normalement je devrais pouvoir faire la mise à jour du contrôle technique. Alors j'ai essayé de négocier, je ne sais pas si vous vous souvenez mais mon contrôle technique il est périmé depuis un petit peu plus de 2 mois donc je ne peux pas faire de contre-visite parce qu'il faut savoir qu'un contrôle technique périmé depuis 2 mois eh ben, il est considéré comme invalide par les préfectures. Donc je vais passer un contrôle technique complet à nouveau et repayer un petit peu plus de 50 euros. Je suis bien content. Bon, je vous tiens au courant juste après de comment ça s'est passé, mais je croise les doigts, logiquement, à part cette histoire de carte grise qui n'était pas conforme, le premier passage, eh ben, il n'y a aucun souci technique qui avait été relevé. Bon, ben voilà, impeccable, ça y est, mon contrôle technique a été mis à jour sans défaillance majeure cette fois-ci. Donc la prochaine étape, je vais scanner ce joli document, l'envoyer à l'Adréal en même temps que la photo de mon petit sticker au niveau des places assises et logiquement, dans quelques jours, je vais pouvoir obtenir le document d'homologation définitif VASP Caravane. Et après ça, je me connecte sur le site de l'ANTS et je vais pouvoir obtenir ma nouvelle carte grise. Hallelujah! Bon, bah tout ça, ça sent plutôt bon. Il me reste plus maintenant qu'à attendre environ 1 mois de recevoir ma nouvelle carte grise avec la mention VSP dans la petite case J1. Et puis ensuite d'organiser une assurance tout risque avec une assistance si possible à 0 km et surtout des aménagements qui vont être entièrement couverts en cas de sinistre. Bah, je vais surtout me mettre une petite laine moi parce que la fraîcheur tombe vite. Bon, n'empêche que passer l'homologation VASP, ça coûte des sous. Je vous mets un petit budget ici, sachant que j'ai pas compté mon premier contrôle technique périmé et mon premier test d'étanchéité du circuit gaz périmé également au bout de 3 mois. Et je me demande si c'est pas le moment de pousser mon petit coup de gueule au sujet des échanges que j'ai eus avec l'Adréal. Bon, petit coup de gueule tout à fait modéré néanmoins, parce qu'il y a des choses bien plus graves que ça. Et puis, comme dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Et d'ailleurs, je ne doute pas que certains d'entre vous vont réagir en commentaire. En réponse au dossier complet que j'ai envoyé à l'Adréal, j'ai reçu un petit courrier de retour qui contenait pas moins de 6 rejets.
certains qui étaient de mon fait, mais d'autres que je n'ai pas vu venir, mais alors du tout. On m'a notamment demandé de renvoyer une annexe 3 bis. L'annexe 3, elle est dans le dossier RTI, mais l'annexe 3 bis, eh bien, comme chacun sait, l'annexe 3 bis, c'est la liste des justificatifs classés par domaine de réglementation. Suis-je bête? J'aurais joint l'annexe 3 bis à mon dossier RTI avec plaisir, si toutefois j'en avais été informé au départ. On m'a également demandé de fournir une déclaration de conformité à une certaine norme relative à la suppression des parasites radioélectriques, pour la glacière et pour le MPPT. What are you talking about? Dans un cas, j'ai trouvé ça directement dans la notice constructeur, et pour l'autre, j'ai eu beaucoup de chance de trouver ça en PDF, disponible sur le net. Mais dans le van, j'ai aussi un convertisseur, le Multiplus, et puis un booster, l'Orion Smart, pour lequel on m'a absolument rien demandé. Why? Parce que le seul domaine qui n'est pas concerné par l'homologation VASP, c'est l'électricité. On m'a donc demandé de mentionner le type et la marque du MPPT. On m'a également demandé de mentionner le marquage R43 sur les vitrages latéraux que j'ai installés sur le van. Et pour ça, heureusement, les photos sont acceptées. Mais je pense là aussi que pour la Dreal, les choses pourraient être plus claires, parce que les vitrages ne sont mentionnés que dans une annexe informative, à la fin du RTI. Et parlons un petit peu de ce douloureux calcul de répartition des charges. Petite information, ce n'est pas la peine de mentionner le panneau photovoltaïque. Il ne compte pas comme une galerie. En fait, il est déjà pris en compte dans la pesée. En remplacement du fichier Excel que j'avais envoyé à la Dreal, ils m'ont proposé un nouveau calcul avec leur propre formalisme. Leur version est d'ailleurs disponible au téléchargement avec toutes les formules qui sont déjà présentes, et elle prend en compte une notion dont j'avais jamais entendu parler avant, c'est la possibilité d'avoir un attelage. Et on voit apparaître dans le document une valeur arbitraire de 100 kg pour l'attelage, justement. Valeur que je ne comprends pas. Donc ça me dérange un petit peu, moi, de signer un document que je ne comprends pas. Sur mon plan côté, j'avais également oublié mon numéro de châssis, ce qui est quand même important pour bien identifier le véhicule. Et puis j'avais oublié aussi les dimensions de l'issue de secours, dans mon cas la porte coulissante. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment contrarié, c'est que l'autorisation que j'ai envoyée, qui provient du constructeur, Peugeot, pour la découpe du véhicule pour poser le toit relevable, elle a été rejetée. Selon eux, mon véhicule n'était pas identifié. J'ai donc été obligé de recontacter l'aménageur de van qui m'avait posé le toit relevable et qui m'a bien confirmé qu'ils homologuent des véhicules avec ce type de document depuis plus de 10 ans. La conclusion de tout ça, c'est que c'était une mauvaise interprétation de la part de la Dreal, parce que ce document-là, il n'est pas donné pour un véhicule spécifique, mais pour une famille de véhicules. Moine. Je vais devenir moine bouddhiste pour être plus zen avec tout ça, je crois. Ce qui m'a pas mal gêné aussi, c'est le ton du courrier où on m'explique qu'en aucun cas nous ne pourrons vous aider dans le montage du dossier RTI ou la réglementation d'aménagement. Peut-être finalement c'est un peu dommage, et j'en ai discuté avec certains abonnés de la chaîne. Ce serait bien qu'à la Dreal, il y ait éventuellement une personne qui puisse répondre aux personnes qui font leurs futurs aménagements pour lever certaines ambiguïtés. Ce serait pas mal. Et le courrier se terminait aussi par cette charmante mention: vous pouvez prendre contact avec un bureau d'études spécialisé, bureau conseil ou aménageur professionnel pour vous aider dans le processus d'homologation. Certes, c'est tout à fait possible et certains le font, mais le problème, c'est que ça engendre encore des frais. On pourrait regretter aussi que le VASP ne s'intéresse pas du tout à l'électricité. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que des câbles mal dimensionnés, par exemple, ça peut créer des risques d'incendie. Mais on comprend tout à fait pourquoi. Parce que ce serait une véritable usine à gaz. Et déjà qu'à l'heure actuelle, on n'est pas loin du compte. Et revenons un petit peu sur les normes, justement. Il y a juste pour le gaz 3 normes. Une, santé et sécurité, qui coûte 299 €. Une autre pour les systèmes GPL, qui coûte 325 €. Et une troisième, ventilation de sécurité, 121 €. Pour un total de 745 € juste pour le gaz. Alors forcément, vu le budget, il n'y a que les aménageurs professionnels qui l'achètent. Et pour les particuliers, comment ça se passe? Étant donné que le seul document gratuit téléchargeable sur le net est carrément obsolète, ça donne libre cours à des interprétations, des spéculations, de fausses vérités qui circulent. Alors ok, nul n'est censé ignorer la loi. J'ai découvert que l'AFNOR, elle est en statut juridique d'association reconnue d'utilité publique. Donc pourquoi tous ces documents ne seraient pas téléchargeables gratuitement sur le net? Ce serait bien. Et encore un détail surprenant, le détecteur de gaz, il est facultatif, pas obligatoire donc. C'est tout de même bizarre.
C'est quand même important pour la sécurité. Petite info qui m'ont été données par Caligaz et Veritas aussi. Visiblement, si vous êtes en phase d'homologation, dépêchez-vous parce que les normes en 2025 vont être apparemment enrichies pour le gaz et de plus en plus restrictives. Petit complément d'information également pour les détenteurs d'un véhicule Stellantis, le fameux barré rouge coûte 40 € via l'envoi d'un courrier à l'ancienne avec un chèque, avec un délai de réception d'environ 15 jours. Ma plaque de transformation m'a coûté 8 € et si ça vous intéresse, je vous mets le lien du site en description de cette vidéo. Autre information importante, après avoir acheté un utilitaire, étant donné que le contrôle technique principal a lieu tous les 2 ans, et ben ça déclenche le compte à rebours. En gros, on a 2 ans pour réaliser son aménagement. Moi, j'ai été un peu plus gourmand et c'est ça qui m'a joué des tours. Eh dis donc, un rendez-vous de réal, ça se fête. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le couillonne. Peut-être une petite danse de la joie. Oh si, je sais que ça vous ferait plaisir une petite danse de la joie. Allez, hop, 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 hop. Et bien voilà, le temps est venu pour moi de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris éventuellement des petites choses, des petits détails, mais qui peuvent avoir leur importance. Je vous souhaite plein de bonnes choses si vous êtes en phase d'homologation. N'hésitez pas, si ça vous a plu, le petit pouce, la cloche, l'abonnement, les commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, très prochainement en 2025. Kiffe la life, et puis bonne route. Et puis moi, je vais profiter de ce magnifique environnement. J'ai un joli coucher de soleil là qui se prépare. Je vous dis à très bientôt. Kiffe la life. Bisous. Ciao. Oh non, trop lourd. Oh voilà, je viens de casser une lame. Je viens de casser une lame de mon lipeigne. Magnifique. Trop de muscles Jean-Pierre. Bon ben voilà, encore un truc à réparer. Ça faisait longtemps. On n'a plus ensuite qu'à renseigner toutes ces informations dans le joli petit fichier. En prévision, pas en provision. Ça non. Non, c'est en prévision. Les provisions, c'est autre chose. Les provisions, c'est pour manger. C'est entretien. Et ben voilà, elle est réparée, ma petite lame de lipeigne, toute neuve. Et pourquoi elle a pété? Eh ben, c'est pas uniquement à cause de mon poids, parce que là, actuellement, j'ai mon plus beau summer body. Non, c'est parce qu'il y avait 2 nœuds. 2 nœuds au milieu de la planche et voilà, c'est pour ça que ça a pété. C'est summer body et nœud, voilà. Et ben moralité, il faudrait peut-être mieux choisir tes planches, mon petit gars. Nœud or not nœud, that is the question. L'aération basse peut être réalisée dans une paroi du van, selon que l'on dispose d'un lanterneau. Oh là là, c'est pas facile. Hein. C'est 10e prise. Hein. Pas facile. Les 2 fabricants les plus connus de toits relevables, c'est de toits relevables. J'avais un petit peu plus d'inquiétude concernant l'évacuation des toilettes sèches. Les archiduchesses des chaussettes sont-elles sèches? L'avion. Faut que je refasse. Il y a un avion. Ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Et en fin de dossier RTI, dossier RTI, Zozo. Est-ce que tu crois très franchement que tu es la bienvenue en France, toi? Petite espèce invasive. Alors ok, nul n'est censé. Eh dis donc, un rendez-vous, regarde, je saute. Oh yes. Oh waouh, il y a le jongle. Oh là là, c'est pas terrible. Regarde le jongle. Ah, faut être jeune. Faire le con dans les bois comme ça, je crois que je suis passé l'âge.